Une mémoire d'éléphant, partie 5. Chapitre 15. Eugène et Roselyne, haute coiffure. Après avoir un peu flâné dans Cheltenham et admiré 2 boutiques d'antiquités, Mrs. Oliver pénétra dans un luxueux salon de coiffure et jeta un coup d'œil autour d'elle. Une jeune femme bien en chair quitta un instant la cliente dont elle s'occupait et s'avança d'un air interrogateur. « J'aimerais voir madame Roselyne, avec qui j'ai pris rendez-vous par téléphone, » expliqua la romancière. « Il s'agit d'une affaire personnelle. »« Je sais, en effet, que madame attend quelqu'un, » répondit l'employé. « Si vous voulez bien me suivre. » La propriétaire du salon de coiffure, une femme d'un certain âge, posa la tasse de café qu'elle tenait à la main et se leva pour saluer sa visiteuse. « Mrs. Oliver, n'est-ce pas ? Je vous attendais. Voulez-vous accepter une tasse de café ?» La romancière remercia poliment pour en venir aussitôt au but de sa visite. « J'aimerais vous demander quelque chose dont vous vous souvenez peut-être, car il y a longtemps que vous êtes dans la coiffure, n'est-ce pas ? » « Mon Dieu, oui, et je suis bien aise de pouvoir maintenant me reposer sur mes employés. » Madame Roselyne sourit. Elle avait un beau visage intelligent, encadré de cheveux bruns striés de gris. « De quoi s'agit-il ? » demanda-t-elle. « Je voulais vous poser une question au sujet de perruques. Nous ne nous occupons plus guère de cela aujourd'hui. Vous aviez autrefois un salon de coiffure à Londres, n'est-il pas vrai ? Oui, d'abord dans Bond Street, puis dans Sloane Street. Mais mon mari et moi-même sommes très heureux d'être venus nous installer en province. Voyons, n'êtes-vous pas Ariane Oliver ? » La romancière tressaillit et prit un air gêné. « Ma foi, oui. J'aime tellement vos livres, j'en ai lu des quantités. Et maintenant, dites-moi ce que je peux faire pour vous. Peut-être désirez-vous des renseignements sur les perruques d'autrefois, les modes d'hier ? Pas exactement. Une de mes amies, qui a fini tragiquement il y a quelques années, avait, je crois, acheté ces perruques chez vous. Vous avez parlé d'une fin tragique. Quel était le nom de votre amie ? Lady Ravenscroft. Oh, mais oui, je m'en souviens parfaitement. Une très belle femme, dont le mari était un ancien officier, n'est-ce pas ? C'est bien cela. Et on suppose qu'ils se sont tous deux suicidés. Je me rappelle avoir lu cela dans les journaux et en avoir entendu parler. Une bien triste fin, en vérité. Mais que pensez-vous que je puisse vous apprendre ? Je n'ai jamais été au courant des détails du drame. Ainsi que je vous l'ai dit il y a un instant, Lady Ravenscroft était votre cliente, et lors de l'enquête qui a suivi sa mort, on a constaté qu'elle possédait 4 perruques, ce qui a paru peut-être un peu excessif. Oui, vous avez raison. La plupart des femmes qui utilisent des perruques en ont 2, afin de pouvoir les faire entretenir à tour de rôle. Vous rappelez-vous les circonstances dans lesquelles Lady Ravenscroft a commandé les 2 dernières ? Elle n'est pas venue elle-même. Je crois qu'elle était ou avait été malade, et c'est une jeune Française qui est venue à sa place. Une très belle fille, qui parlait l'anglais à la perfection et qui devait être une demoiselle de compagnie ou quelque chose comme ça. Elle avait expliqué ce que désirait Lady Ravenscroft, teinte des cheveux, style, etc. Et elle nous avait passé commande de 2 perruques. De genres différents, j'imagine. Oui, une pour le soir, autant qu'il me souvienne, et une autre à toute petite boucle que l'on pouvait porter sous un chapeau sans l'abîmer. Je n'ai d'ailleurs jamais revu Lady Ravenscroft, mais je sais qu'elle avait eu beaucoup de chagrin lors de la mort de sa sœur jumelle. Et pourtant, elle paraissait tellement heureuse auparavant. Hélas, nous ne savons jamais ce qui nous attend sur notre route. C'est pourquoi, je suppose, il y a tant de personnes qui ne cessent de se faire du souci. Chapitre 16. Monsieur Gauby fait son rapport. Monsieur Gauby prit place en face d'Hercule Poirot et tira quelques feuilles de son porte-documents. « Alors, demanda le détective, avez-vous quelque chose d'intéressant pour moi ? J'ai réuni un certain nombre de détails. Monsieur Gauby était célèbre dans tout Londres, et on se demandait
par quelle série de miracles il parvenait à rassembler tous ces renseignements. Il baissa les yeux vers ses feuillets et commença. Mrs. Burton Cox, d'abord mariée à M. Cecil Altbury, fabricant de boutons en gros, tuée dans un accident d'automobile 4 ans après leur mariage. Le seul enfant issu de cette union meurt lui aussi accidentellement, peu de temps après. Les biens de M. Altbury reviennent à sa femme, mais ils sont beaucoup moins importants qu'on ne s'y attendait, car la firme périclitait depuis quelques années. M. Altbury lègue aussi une somme considérable à une certaine Miss Kathleen Fenn, avec qui il semble avoir eu des relations très intimes, ignorées de son épouse. Quelque 3 ans plus tard, Mrs. Altbury adopte l'enfant de Kathleen Fenn, cette dernière ayant juré qu'il était le fils du défunt, M. Altbury. Ce dernier point paraissant d'ailleurs assez difficile à prouver, car Miss Fenn avait d'assez nombreuses relations avec des messieurs généreux autant que fortunés. Quoi qu'il en soit, l'enfant est adopté. Et c'est quelque temps après que Mrs. Altbury se remarie avec le commandant Burton Cox. Miss Kathleen Fenn, qui s'est lancée dans le théâtre, devient par la suite une chanteuse à succès et se met à gagner un argent fou. Elle écrit alors à Mrs. Burton Cox pour lui dire qu'elle désire reprendre l'enfant. Mrs. Burton Cox refuse de le rendre. Elle vit maintenant très confortablement sur ce que lui a laissé en mourant son second mari, tué en Malaisie. Dernier détail, Miss Kathleen Fenn, décédée il y a environ 18 mois, a laissé un testament stipulant que l'intégralité de sa fortune, énorme, dit-on, doit revenir à son fils naturel, Desmond, connu maintenant sous le nom de Desmond Burton Cox. Très généreux, commenta Poirot. De quoi est-elle morte? D'après mes renseignements, elle aurait contracté une leucémie. Le jeune homme est-il déjà entré en possession de la fortune de sa mère? Elle doit être administrée par Fideis Comis jusqu'à son 25e anniversaire. Et il sera alors indépendant. A-t-il, de son côté, rédigé un testament? Ça, je ne le sais pas encore, répondit M. Gobie. Mais je connais le moyen de l'apprendre. Dès que j'aurai obtenu le renseignement, je vous passerai un coup de téléphone. M. Gobie avait pris congé depuis une demi-heure à peine lorsque le téléphone se mit à sonner. Hercule Poirot, une feuille de papier devant lui, rédigeait des notes. De temps à autre, il fronçait les sourcils, tortillait sa moustache, biffait quelques mots et continuait à écrire. Il avança la main pour se saisir du récepteur. « Merci, dit-il. Voilà du travail rapide, et je vous en suis très reconnaissant. Je me demande comment vous pouvez arriver à découvrir tout ça. Oui, ça éclaircit nettement la situation. Ça donne un sens à quelque chose qui semblait n'en avoir aucun. Oui, j'écoute. Vous êtes sûr du fait? Il sait qu'il a été adopté, mais on ne lui a jamais dit qui était sa vraie mère? Oui, je comprends. Très bien. Vous éclaircirez le second point également, n'est-ce pas? Merci. Poirot replaça le combiné sur son support et se remit à écrire. Quelques minutes plus tard, la sonnerie retentit à nouveau. « Je rentre de Cheltenham, » dit une voix que le détective n'eut pas de mal à reconnaître. « Avez-vous vu Madame Roseline ?»« Oui, une femme charmante. Et vous aviez raison, c'est encore un autre éléphant. »« C'est-à-dire ?»« Elle s'est très bien souvenue de Molly Ravenscroft. »« Ainsi que de ses perruques ?»« Oui. » La romancière exposa brièvement ce que lui avait appris la directrice du salon de coiffure. « Ça cadre, » dit Poirot. « C'est exactement ce que m'avait signalé Garroway. Une perruque à boucles courtes, une seconde pour le soir, et 2 autres plus ordinaires. » « Je ne vous apprends donc rien que vous ne sachiez déjà, si je comprends bien. »« Oh, mais si. Madame Roseline a bien dit que Lady Ravenscroft voulait 2 perruques en plus de celles qu'elle possédait déjà. Et cela 3 à 6 semaines avant le drame. C'est intéressant, ne trouvez-vous pas? C'est tout naturel. Vous savez, il arrive fréquemment que les femmes abîment leurs perruques, et si elles ne peuvent pas être réparées, il faut bien les remplacer. Je ne vois pas, dans tout ça, ce qui peut vous troubler. Me troubler n'est pas le terme exact. Mais le point le plus intéressant, c'est ce que vous venez d'ajouter il y a un instant. C'est une Française, n'est-ce pas, qui a apporté les perruques à reproduire? Oui, quelques demoiselles de compagnie, j'imagine.
Lady Ravenscroft venait d'être souffrante et il lui était impossible de se déplacer elle-même pour passer la commande. C'est pourquoi elle a envoyé sa demoiselle de compagnie. Je saisis parfaitement. Sauriez-vous, par hasard, le nom de cette jeune personne? Non, Madame Roseline ne l'a pas mentionné, et je suppose qu'elle l'ignorait. Le rendez-vous avait été pris par Lady Ravenscroft, et la jeune fille, ou jeune femme, s'est contentée d'apporter les perruques pour montrer la dimension, le genre et donner les instructions nécessaires. « Eh bien, dit Poirot, voilà qui me montre clairement ce que je dois faire à présent. »« Vous avez appris quelque chose ?» demanda Mrs. Oliver d'un air étonné. « Vous êtes d'un scepticisme, ma chère amie. Vous vous imaginez toujours que je ne fais rien d'autre que de me reposer dans mon fauteuil. »« Je suis persuadée que vous restez dans votre fauteuil pour réfléchir. Mais je ne puis m'empêcher de trouver aussi que vous ne sortez pas souvent pour agir. »« Dans un avenir tout proche, répondit calmement le détective, je vais cependant sortir et agir. Il se peut même que je traverse la Manche. »« Oh, voulez-vous que je vous accompagne ? » ?»« Non, merci. Je crois que, cette fois, il vaudra mieux que je parte seule. »« Vous parlez sérieusement ? Vous allez vraiment sur le continent ? » ?»« Bien sûr. Et vous allez être heureuse, ma chère, car je vais déborder d'activité. » Ayant raccroché, Poirot forma un autre numéro pour appeler le commissaire Garroway. « Ici Hercule Poirot, annonça-t-il. Je ne vous dérange pas trop ? Vous n'êtes pas occupé en ce moment ? » ?»« Pas le moins du monde. Je suis en train de tailler mes rosiers, c'est tout. »« Il y a un petit détail que je voudrais vous demander. Une toute petite chose. » »« À propos de notre affaire de suicide ? » ?»« C'est cela même. Je sais qu'il y avait un chien dans la maison, et vous m'avez dit qu'il accompagnait généralement Sir Alister et Lady Ravenscroft dans leurs promenades. C'est exact, et il me semble me souvenir que la femme de charge avait précisé, lors de l'enquête, que ses maîtres avaient emmené le chien, comme d'habitude. Au cours de l'examen des cadavres, le médecin a-t-il trouvé des traces de morsure ? Pas nécessairement très récentes, d'ailleurs. C'est drôle que vous me demandiez ça. J'avoue que je ne m'en serais pas souvenu si vous n'en aviez pas parlé. Mais il y avait effectivement, sur les jambes de Lady Ravenscroft, de légères cicatrices provenant de morsures. Et je me rappelle un détail. La femme de charge avait déclaré que l'animal s'était jeté sur sa maîtresse à 2 ou 3 reprises et l'avait mordue. Mais il ne s'agissait que de morsures sans gravité. L'une d'elles était relativement récente. 1 ou 2 semaines, selon les dires de la domestique. « J'aurais aimé connaître ce chien, » dit Poirot d'un air pensif. « Il devait être intelligent. » Puis, ayant remercié le commissaire et raccroché le récepteur, il murmura. « Plus intelligent que les policiers. » Chapitre 17. Poirot annonce son départ. Hercule Poirot referma la porte derrière Miss Livingstone, qui venait de l'introduire dans le salon de Mrs. Oliver. Après quoi, il vint s'asseoir en face de son amie la romancière. « Je pars, » annonça-t-il en baissant légèrement la voix. « Je prends l'avion pour Genève. »« Comptez-vous y découvrir un éléphant ? » ?»« Peut-être même 2. Moi, je n'ai rien trouvé d'autre. En fait, je ne sais plus à qui je pourrais bien m'adresser pour en apprendre davantage. » « Votre filleule a un frère plus jeune qu'elle, n'est-ce pas ? Où est-il en ce moment ? » ?»« Je crois qu'il termine ses études universitaires au Canada. Voudriez-vous donc aller l'interroger, lui aussi ? » ?»« Non, je voulais simplement savoir où il se trouvait. Mais je crois qu'il n'était pas dans la villa quand le suicide a eu lieu. » »« Vous ne pensez tout de même pas que c'est lui le coupable ? Lui qui a tué son père et sa mère ? Je sais bien que ce sont des choses qui arrivent, mais songez à l'âge qu'il avait au moment du drame. » »« De toute façon, il n'était pas dans la maison. Je le sais par les rapports de police. »« Avez-vous découvert autre chose d'intéressant ? Vous semblez tout ému. »« Je le suis, en un certain sens. J'ai effectivement découvert des détails qui peuvent jeter une clarté nouvelle sur ce que nous savons déjà. »« Expliquez-vous. » »« J'ai l'impression que je sais maintenant pourquoi Mrs. Burton Cox vous a abordé comme elle l'a fait
Et pour quelle raison elle voulait que vous lui obteniez des renseignements sur le suicide des Ravenscroft? Vous pensez donc que ce n'était pas par pure curiosité? Je suis sûr qu'il y avait un motif. Et c'est ici qu'intervient l'argent. L'argent? Qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans? Mrs. Burton Cox est bien assez riche, non? Elle a de quoi vivre, c'est certain. Mais il semble que son fils, lorsqu'il a atteint sa majorité, ait rédigé un testament en faveur de sa mère adoptive, et probablement poussé par elle. Il ne devait avoir, à ce moment-là, personne d'autre à qui laisser son argent. Je ne vois pas comment cela a pu inciter Mrs. Burton Cox à rechercher des détails sur la mort des Ravenscroft. Elle voulait simplement empêcher le mariage. Si le jeune homme avait une fiancée, s'il se proposait de se marier dans un proche avenir, sa mère adoptive n'hériterait pas de l'argent qu'il laisserait s'il venait à disparaître, car le mariage annulerait tout testament antérieur. Et il était à présumer que Desmond rédigerait un nouveau testament au profit de sa femme. Et c'est à votre avis ce que ne voulait pas Mrs. Burton Cox. Elle souhaitait découvrir quelque chose qui découragerait Desmond d'épouser cette jeune fille. Je pense qu'elle espérait, et croyait, que la mère de Célia avait tué son mari avant de se donner la mort. C'est le genre de chose qui serait susceptible de faire réfléchir un jeune homme. Et même si c'était sœur Alistair qui avait tué sa femme, cela pouvait aussi bien inciter le garçon à abandonner son projet de mariage. Vous voulez dire que, dans un cas semblable, la jeune fille pourrait avoir elle-même une propension au meurtre? Mais voyons, tout cela ne tient pas debout. Desmond n'est pas riche. Étant enfant adopté, quel argent pouvait-il avoir à léguer par testament? Sa vraie mère, dont on ne lui a jamais révélé l'identité, était une chanteuse qui avait amassé une fortune considérable et qui lui a légué tout ce qu'elle possédait. À une certaine époque, elle aurait désiré reprendre son fils, mais Mrs. Burton Cox n'a rien voulu savoir. Elle devait évidemment supposer, dès ce moment-là, que Kathleen Fenn, c'était le nom de la mère de Desmond, laisserait toute sa fortune à son fils. Cependant, ce dernier n'entrera en possession de son héritage que le jour de ses 25 ans. Vous comprenez maintenant pourquoi Mrs. Burton Cox ne tient pas à ce qu'il se marie. Et c'est sans doute aussi pourquoi elle ne voulait pas vous voir entreprendre une enquête approfondie sur le suicide des Ravenscroft. Probablement. Est-ce tout ce que vous avez découvert? Non, il y a autre chose. J'ai appris, par le commissaire Garroway, que la femme de charge des Ravenscroft avait une très mauvaise vue. Cela a-t-il de l'importance? Ça pourrait en avoir, répondit Poirot en jetant un coup d'œil à sa montre. Eh bien, je crois qu'il est temps que je m'en aille. Pour vous rendre à l'aéroport? Non, mon avion ne part que demain matin, mais il y a un endroit que je veux visiter aujourd'hui, un endroit que je désire voir de mes propres yeux. J'ai une voiture qui m'attend devant la porte pour m'y conduire. Que désirez-vous donc voir? Voir n'est peut-être pas exactement le terme qui convient. Je désirerais plutôt percevoir une atmosphère. Oui, c'est bien cela. Une atmosphère. Chapitre 18. Intermède. Hercule Poirot franchit la grille du petit cimetière, remonta une des allées et s'arrêta bientôt contre un mur recouvert de mousse. Il baissa les yeux vers la tombe qui se trouvait à ses pieds, les releva lentement pour contempler les dunes et la mer que l'on apercevait au loin. Puis ses regards furent à nouveau attirés par la tombe. On y avait récemment déposé des fleurs, un petit bouquet de fleurs sauvages, le genre de bouquet qu'aurait pu cueillir un enfant. Mais il ne croyait pas que ces fleurs eussent été laissées là par un enfant. Il se mit à lire les inscriptions. À la mémoire de Dorothea Preston Gray, épouse Jarrow, décédée le 15 septembre 1958, dans sa 37e année. De Margaret Preston Gray, épouse Ravenscroft, décédée le 3 octobre 1958, dans sa 37e année. Et de Alistair Ravenscroft, son époux, décédé le 3 octobre 1958, dans sa 56e année. Ils ne furent pas séparés dans la mort. Pardonnez-nous nos offenses,
comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Poirot fixa la tombe un moment encore, puis hocha lentement la tête et redescendit l'allée. À la sortie du cimetière, il s'engagea dans le sentier qui longeait la falaise. Il s'immobilisa bientôt, les yeux tournés vers la mer, se parlant à lui-même à voix basse. « Je suis sûr de savoir maintenant ce qui s'est passé. Et pourquoi ?» Chapitre 19. Maddy et Zélie. « Mademoiselle Roussel ?» demanda Hercule Poirot en s'inclinant. Mademoiselle Roussel lui tendit la main. Environ 50 ans, songea le détective. Une maîtresse femme, intelligente, et qui devait avoir du caractère. Satisfaite de la vie qu'elle avait vécue, avec ses plaisirs, ses chagrins, ses souffrances. « J'ai entendu parler de vous, dit-elle, car vous avez des amis en Suisse aussi bien qu'en France. Néanmoins, je ne sais pas en quoi je vais pouvoir vous aider, bien que vous m'ayez expliqué la situation dans vos lettres. Cette affaire est si lointaine. Asseyez-vous donc. » Vous étiez, à une certaine époque, gouvernante chez les Ravenscroft, et sans doute ne les avez-vous pas oubliés. On n'oublie pas les événements de sa jeunesse. Oui, je me rappelle bien les 2 enfants. La fillette portait un prénom tiré de Shakespeare. Était-ce Rosalinde ou Célia ? Célia. Mais, bien sûr, Célia, et je me souviens aussi des parents, naturellement. Il y avait également une sœur de Lady Ravenscroft. Oui, mais elle n'était pas là quand je suis arrivée. De santé délicate, elle se trouvait en traitement quelque part. Vous rappelez-vous les prénoms des 2 sœurs ? Oui, Margaret et Dorothea, mais on ne les appelait que Molly et Dolly. C'étaient de vraies jumelles, et elles se ressemblaient énormément. Toutes 2 étaient très belles. Et elles s'aimaient beaucoup, je suppose. Certainement, Lady Ravenscroft paraissait particulièrement attachée à sa sœur. Lorsque je suis arrivée, Célia devait avoir 6 ou 7 ans, et le petit garçon, Edward, devait en avoir 3. J'ai été très heureuse auprès d'eux. Je crois qu'ils étaient heureux aussi. J'ai entendu dire qu'ils aimaient beaucoup jouer avec vous. J'ai toujours adoré les enfants. Ils vous appelaient Maddy, n'est-ce pas ? Mademoiselle Roussel se mit à rire. Ah, si vous saviez comme j'aime entendre ce nom. Il me rappelle tant de souvenirs. Avez-vous connu également un petit garçon du nom de Desmond Burton Cox ? Bien sûr, il habitait tout près et il venait souvent jouer avec Célia et Edward. Êtes-vous resté longtemps chez les Ravenscroft ? 2 ou 3 ans seulement. Ensuite, j'ai dû rentrer sur le continent car ma mère était gravement malade. Elle est morte environ 1 an après mon retour. Après cela, j'ai ouvert ici un petit pensionnat destiné surtout aux jeunes filles désirant se perfectionner dans les langues étrangères. Je ne suis pas retournée en Angleterre, mais je recevais régulièrement pour Noël des cartes de Célia et d'Edward. Sir Alister et Lady Ravenscroft formaient-ils, à votre avis, un couple heureux ? Très heureux, et ils adoraient leurs enfants. Étaient-ils bien assortis ? Ils semblaient posséder toutes les qualités nécessaires pour former une union parfaitement réussie. Vous avez dit, tout à l'heure, que Lady Ravenscroft était particulièrement attachée à sa sœur. La réciproque était-elle vraie ? Mon Dieu, je n'ai pas eu tellement l'occasion d'en juger. Mais, à franchement parler, j'ai parfois eu l'impression que Dolly manquait un peu d'équilibre. À 2 ou 3 reprises, je l'ai vue se comporter d'une manière assez étrange. Elle était d'un naturel jaloux, et j'ai cru comprendre qu'elle avait été, à un moment donné, fiancée à Sir Alister. Mais ce dernier s'était ensuite tourné vers Molly, qui était, elle, parfaitement équilibrée, très douce et très bonne aussi. Quant à Dolly, parfois on pouvait croire qu'elle adorait sa sœur et, en d'autres circonstances, elle paraissait presque la haïr. Elle trouvait également que l'on s'occupait trop des enfants. Mais il y a une personne qui pourrait mieux que moi vous parler de tout cela. C'est mademoiselle Mora, qui est venue me remplacer à Overcliff lorsque j'ai été rappelée ici et qui est restée longtemps chez les Ravenscroft. Elle y est même revenue plus tard, alors que Célia était en pension en Suisse,
pour tenir lieu de demoiselle de compagnie à Lady Ravenscroft. J'ai son adresse à Lausanne, et j'étais déjà décidé à aller la voir. C'est une femme charmante et absolument digne de confiance. S'il existe quelqu'un au monde qui puisse vous donner des détails sur la tragédie d'Overcliff et sur ses causes, c'est elle. Seulement, elle est très discrète. Elle ne m'en a jamais parlé, à moi. Vous dira-t-elle quelque chose à vous? C'est possible. Si Poirot avait été favorablement impressionné par mademoiselle Roussel, il le fut tout autant par mademoiselle Morat, qui se tenait maintenant devant lui. Elle n'était pas aussi imposante et paraissait beaucoup plus jeune. Encore très belle, pleine de vie, elle avait des yeux observateurs qui semblaient vouloir vous scruter jusqu'au fond de l'âme. « Voici, se dit le détective, une femme remarquable. »« Je vous attendais aujourd'hui ou demain, monsieur Poirot, dit-elle. J'ai reçu une lettre de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à Célia, un jeune homme du nom de Desmond Burton Cox, et qui m'a annoncé votre visite. Il a beaucoup insisté pour que je vienne vous voir, en effet. J'ai cru comprendre qu'il avait quelques difficultés à surmonter, ainsi que Célia, et il est convaincu que vous pourrez les aider. Oui, certaines circonstances font que la mère de ce jeune homme ne voit pas d'un très bon œil son mariage avec Célia, et elle a essayé de découvrir les causes du drame d'Overcliff en s'adressant à Mrs. Oliver, la marraine de la jeune fille. Elle pensait évidemment que Célia était au courant de tout. Célia n'a jamais rien su sur les détails du drame. Elle ne peut rien savoir d'autre que ce qui a été dit à l'enquête. Elle était absente, et on a jugé qu'il était plus sage de lui cacher les circonstances exactes de la mort de ses parents. Approuvez-vous cette décision? C'est difficile à dire. Autant que je puisse le savoir, elle ne s'est jamais inquiétée véritablement. Je veux dire qu'elle n'a jamais essayé de savoir le pourquoi et le comment des choses. Elle a accepté l'événement comme elle l'aurait fait d'un accident de voiture ou d'avion. Et vous savez qu'elle est restée longtemps en pension hors d'Angleterre. Dans le pensionnat que vous dirigez vous-même, je crois. Oui, je me suis retirée récemment et ai cédé la place à une de mes collègues. Si j'ai bien compris, pendant tout son séjour chez vous, Célia ne vous a demandé aucun détail. Non, en réalité, elle était ici bien avant le drame, mais ce n'était pas encore moi qui dirigeais le pensionnat, puisque j'étais encore chez les Ravenscroft à ce moment-là. Je servais de demoiselle de compagnie à Lady Ravenscroft, laquelle avait été malade, si je ne me trompe. Oui, mais ce n'était rien d'aussi grave qu'elle l'avait craint au départ. Elle ne souffrait que de surmenage. Vous étiez donc à Overcliff lorsque s'est produit le drame. Pouvez-vous me dire comment les choses se sont passées? Le général et Lady Ravenscroft étaient partis faire une promenade, ainsi qu'ils en avaient l'habitude, et on les a retrouvés morts tous les deux sur la falaise. L'arme appartenait à sir Alister, qui la conservait dans un tiroir de son bureau. On a relevé sur la crosse ses empreintes et celles de sa femme, mais sans pouvoir déterminer lequel des deux l'avait tenue entre les mains en dernier lieu. La seule explication logique, c'était un double suicide. N'aviez-vous aucune raison d'en douter? Je crois savoir que la police elle-même n'a pu découvrir le mobile du drame. Ah, dit Poirot. Je vous demande pardon? Rien, rien. Je pensais seulement à quelque chose. Le détective leva les yeux vers mademoiselle Morat. Parfaitement maîtresse d'elle-même, son visage ne reflétait aucune émotion. Vous ne pouvez donc m'apprendre rien d'autre? Je crains bien que non. Vous vous rappelez pourtant bien cette période. Il est évidemment difficile d'oublier une tragédie comme celle-là. Et vous avez été d'accord pour qu'on n'apprenne à Célia aucun détail supplémentaire. En ce qui me concerne, je n'étais en possession d'aucun renseignement. Vous étiez à Overcliff depuis plusieurs semaines lorsque le drame est survenu, n'est-ce pas? Oui, mais c'était mon second séjour, puisque j'avais été pendant longtemps la gouvernante de Célia, et j'étais revenue pour aider Lady Ravenscroft.
La sœur de Lady Ravenscroft séjournait-elle à Overcliff à ce moment-là? Oui, elle était restée un certain temps dans une maison de repos, mais elle allait beaucoup mieux, et les médecins avaient jugé qu'il lui serait salutaire de reprendre une vie normale dans une ambiance familiale. Célia étant en pension, Lady Ravenscroft avait pensé que ce serait une bonne chose que de prendre sa sœur chez elle. Était-elle très liée? Mademoiselle Maurat fronça un peu les sourcils. La question de Poirot semblait avoir éveillé son intérêt. C'était difficile à savoir. J'avoue me l'être souvent demandé, à cette époque-là, et même plus tard. C'étaient deux vraies jumelles, et il y avait certes entre elles un lien très puissant. En bien des points, elles se ressemblaient, mais il y en avait aussi d'autres sur lesquels elles se montraient totalement différentes. J'aimerais que vous puissiez me préciser un peu votre pensée. Oh, ceci n'a rien à voir avec la tragédie. On admet aujourd'hui, je crois, que les vrais jumeaux naissent en général avec une extraordinaire ressemblance de caractère et que, même séparés et élevés loin l'un de l'autre, les mêmes choses leur arrivent presque en même temps. Certains cas observés paraissent ahurissants. Par exemple, deux sœurs dont l'une vit en Angleterre et l'autre sur le continent auront un chien de la même race qu'elles auront choisi à peu près à la même date. Elles épouseront le même genre d'homme, donneront naissance à un enfant au cours du même mois, etc. C'est un peu comme si elles étaient forcées, malgré elles, de suivre la même orientation, ou que les circonstances de la vie les aient placées. Mais il y a aussi le cas contraire. Une sorte de réaction, je dirais presque de haine, qui fait que l'un des deux jumeaux repousse l'autre, cherche à s'en différencier par tous les moyens et à se débarrasser de tout ce qu'il peut avoir de commun avec lui. Et cela peut conduire à d'étranges résultats. Oui, dit Poirot, il est exact que l'amour peut très aisément se changer en haine. Quand on a cessé d'aimer quelqu'un, il est plus facile de le haïr que de faire montre d'indifférence à son égard. La sœur de Lady Ravenscroft lui ressemblait-elle beaucoup? Elle lui ressemblait encore beaucoup physiquement, bien que l'expression de son visage fût différente. Elle était constamment tendue et faisait preuve d'une hyper-nervosité que ne possédait pas Lady Ravenscroft. De plus, elle éprouvait, je ne sais pourquoi, une sorte d'aversion pour les enfants. Ce qui avait été la cause, je crois, d'événements graves. On vous a aussi parlé de cela? Je l'ai appris par des gens qui avaient connu les deux sœurs lorsqu'elles étaient en Inde. Lady Ravenscroft y résidait avec son mari et sa sœur Dolly était venue leur rendre visite. C'est alors qu'un enfant a été victime d'un accident dont cette jeune femme semblait en grande partie responsable. Il n'y avait contre elle aucune preuve formelle, mais sœur Alister a tout de même jugé indispensable de ramener sa belle-sœur en Angleterre pour la faire entrer à nouveau dans une maison de santé. Oui, je crois que c'est là un excellent résumé de la façon dont les choses se sont passées. Bien que je ne sois au courant de ces événements que par ouï-dire, naturellement. Mais, à côté de cela, il existe d'autres faits que vous connaissez pertinemment, n'est-il pas vrai? Si oui, je ne vois aucune raison pour m'en souvenir maintenant. Ne vaut-il pas mieux laisser les choses telles qu'elles ont été acceptées? Ce jour-là, à Overcliff, il a pu y avoir un double suicide, il a pu y avoir un meurtre, et il existe encore d'autres possibilités. D'après une petite phrase que vous venez de prononcer, je crois que vous savez exactement ce qui s'est passé, et même ce qui avait commencé à se passer quelque temps auparavant. Je vais vous poser une question à laquelle j'aimerais bien que vous répondiez avec franchise. Il ne s'agit nullement d'un fait concret, mais bien plutôt de votre impression personnelle. Quels étaient, selon vous, les sentiments du général Ravenscroft à l'égard des deux sœurs? Pour la première fois, mademoiselle Maurat parut se détendre un peu. Puis elle se mit à parler, comme si cela la soulageait. Elles étaient très belles, toutes les deux, et cela de l'avis de tout le monde. Sœur Alister s'était d'abord épris de Dolly. Bien qu'ayant l'esprit un peu dérangé, elle était extrêmement attirante.
sexuellement parlant. Et il l'aimait, paraît-il, beaucoup. Et puis, peut-être a-t-il découvert en elle quelques traits de caractère qui l'a alarmé, peut-être a-t-il été conscient d'un début de démence et des dangers que cela représentait. Je ne puis que faire des conjectures. Ce qui est certain, c'est qu'il a reporté son affection sur Molly et l'a épousée. Il les a donc aimées toutes les deux, non pas en même temps, mais l'une après l'autre. Et, dans chacun des cas, il s'agissait d'un amour sincère. Oui, mais ensuite, il était très attaché à Molly. Il avait absolument confiance en elle, et elle en lui. Vous savez, c'était un homme très sympathique, très attirant. « Pardonnez-moi, » dit doucement Poirot, « mais j'ai l'impression que vous étiez aussi un peu éprise de lui. »« Vous osez me dire ça ?»« Certainement. Oh, je ne veux pas insinuer que vous ayez eu une liaison avec lui, loin de là. Je veux dire simplement que vous l'aimiez. »« Eh bien, oui, » avoua mademoiselle Mora. « Je l'aimais. Et, en un certain sens, je l'aime encore. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Quant à lui, il avait confiance en moi, mais il n'a jamais été amoureux de moi. Je ne demandais pas autre chose que ce qu'il pouvait me donner, sa confiance, sa sympathie. C'est pourquoi vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir au cours de cette crise terrible qu'il a traversée. Je conçois qu'il y a des choses que vous ne teniez pas à me raconter. Mais je vais vous dire, moi, ce que j'ai appris de diverses sources, ce que m'ont confié des gens qui avaient connu les deux sœurs. Je connais la vie tragique et lamentable de Dolly, le malheur qui a été le sien, le chagrin qu'elle a ressenti. Si elle aimait vraiment l'homme à qui elle était fiancée, elle a même pu aller jusqu'à éprouver de la haine pour sa sœur. Peut-être ne lui a-t-elle jamais pardonné. Et Molly, quels étaient, selon vous, ses sentiments à elle? Elle aimait beaucoup sa sœur. Elle l'aimait d'un amour profond, je le sais. Elle aurait souhaité la protéger, écarter d'elle le malheur, les dangers. Poirot garda un instant le silence. « Et maintenant, reprit-il, évoquons, si vous le voulez bien, d'autres détails. Tout d'abord, des perruques. Au nombre de 4. Je sais comment elles étaient, et je sais aussi que, lorsqu'on a eu besoin des 2 dernières, c'est une jeune Française qui est allée les commander à Londres. Et il y avait également un chien qui accompagnait sir Alister et sa femme le jour du drame. Ce même chien qui, quelque temps auparavant, avait mordu sa maîtresse. Beaucoup d'animaux sont ainsi. On ne peut avoir en eux une confiance absolue. Et je vais vous dire ce qui, selon moi, s'est passé ce jour-là à Overcliff. Ce qui s'y était passé un peu plus tôt aussi. Et si je refuse de vous écouter? Vous m'écouterez. Vous pourrez ensuite dire que tout cela est faux, que ce n'est que le fruit de mon imagination. Mais je ne crois pas que vous le ferez. Parce que nous avons besoin de la vérité. Il y a quelque part en Angleterre une jeune fille et un jeune homme qui s'aiment et qui ont peur de l'avenir à cause de ce qui a pu se passer et de ce que le père ou la mère de la jeune fille a pu lui transmettre. Mais ils sont capables de regarder la vérité en face, sans effroi, avec cette acceptation courageuse qu'il faut avoir dans la vie si on veut en espérer quelque chose de bon et de bien. Vous en savez, de toute évidence, beaucoup plus que je ne l'aurais imaginé. Parlez, monsieur Poirot, je vous écoute. Chapitre 20. Conseil d'enquête. Hercule Poirot se trouvait à nouveau sur le sentier de la falaise, dominant la mer dont les vagues écumantes venaient de se briser contre les rochers. C'était à cet endroit même qu'avaient été découverts les cadavres des 2 époux. À cet endroit aussi que, 3 semaines plus tôt, une somnambule avait trouvé la mort. Aujourd'hui, plusieurs personnes allaient se réunir là.
un garçon et une fille qui cherchaient la vérité, et 2 personnes qui la connaissaient. Poirot détourna ses regards de la mer pour les reporter vers le sentier qui conduisait à une villa autrefois appelée Overcliff. Elle n'était pas très éloignée, et il apercevait des voitures arrêtées le long du mur. La maison, manifestement inhabitée, se détachait sur le ciel. Au-dessus de la porte, la pancarte d'une agence immobilière annonçait que la propriété était à vendre. Sur la grille, on avait remplacé le nom de Overcliff par celui de Down House. Le détective s'avança à la rencontre de Desmond Burton Cox et de Celia Ravenscroft qui gravissaient ensemble le sentier. « L'agence m'a confié la clé, » dit le jeune homme, « pour le cas où nous voudrions entrer. Mais la maison a changé 2 fois de propriétaire au cours de ces 5 dernières années, et je ne pense pas qu'il y ait grand-chose à voir. »« Je ne crois pas, » répondit Celia. « Elle a d'abord été achetée par des gens du nom de Archer, qui l'ont revendue au Fallowfield parce qu'ils la trouvaient trop isolée, et maintenant les Fallowfield veulent s'en défaire à leur tour. Peut-être est-elle hantée ? » »« Vous croyez vraiment aux maisons hantées ? » ?»« Ma foi, je n'en sais trop rien. Mais il n'est pas impossible qu'elle le soit, n'est-ce pas, avec tout ce qui s'est passé. » »« Je ne le crois pas, » intervint Poirot. « Il y a eu ici le malheur et la mort. Mais il y a aussi eu l'amour. » Un taxi venait de s'arrêter au bas du sentier. « Ce doit être Mrs. Oliver, » dit Celia. « Elle m'a dit qu'elle viendrait par le train et prendrait ensuite un taxi depuis la gare. » 2 femmes descendirent de voiture. L'une était effectivement Mrs. Oliver. L'autre, vêtue avec élégance, était plus grande et plus jeune. Poirot observa Célia du coin de l'œil pour noter ses réactions. La jeune fille resta 2 ou 3 secondes médusée, puis s'élança, le visage tout illuminé de joie, pour aller se jeter dans les bras de mademoiselle Mora. « Oh !» s'écria-t-elle, « c'est Zélie ! Je ne me trompe pas. Zélie, comme je suis heureuse. Je ne savais pas que vous deviez venir. »« C'est monsieur Poirot qui me l'a demandé. »« Je comprends. Enfin, je crois comprendre. Desmond, est-ce vous qui... » »« Oui, j'ai écrit à mademoiselle Mora, à Zélie, si toutefois je puis me permettre de lui donner ce nom, moi aussi. »« Bien sûr, » répondit la jeune femme. « Je me suis demandé s'il était sage de venir, et je me demande encore si j'ai bien fait. Je l'espère, toutefois. »« Oh oui, je veux savoir, » déclara Célia. « Nous souhaitons tous les 2 connaître la vérité. Desmond était persuadé que vous pourriez nous dire quelque chose. Était-ce un suicide ou un meurtre ? A-t-on tué mon père et ma mère pour un motif que nous ignorons ? » Poirot se dirigea lentement vers des sièges de fer qui se trouvaient à proximité de la maison, sous un grand magnolia. « Nous allons nous installer ici, » dit-il. « D'autres gens ont vécu dans cette maison, et elle a maintenant une atmosphère différente. Nous pourrons, si nous le désirons, y entrer quand nous aurons tenu notre conseil d'enquête. »« Un conseil d'enquête ?» répéta Desmond. « Oui, sur les événements qui se sont déroulés ici il y a 14 ans. » Puis, se tournant vers la jeune fille. « Selon vous, dit-il en s'asseyant, il faut donc que ce soit un suicide ou un meurtre ? » ?»« Ce ne peut être que l'un ou l'autre. »« À mon avis, nous nous trouvons en présence d'un meurtre et d'un suicide, mais aussi de ce que j'appellerais une exécution. Et quelle tragédie, aussi. La tragédie de 2 êtres qui s'aimaient et qui sont morts par amour. Car il n'existe pas que la tragédie de Roméo et Juliette. Ce ne sont pas nécessairement les tout jeunes gens qui souffrent les tourments de l'amour et qui sont prêts à mourir par amour. « Je ne comprends pas, » murmura Célia. « Pas encore. Mais je vais vous dire ce qui s'est passé et comment je suis parvenue à le découvrir. Les premiers faits qui m'ont frappé sont ceux que l'enquête de la police n'avait pu expliquer. Pour commencer, on avait trouvé 4 perruques dans les affaires personnelles de Lady Ravenscroft.
Il s'interrompit quelques secondes et répéta d'un ton emphatique. 4 perruques. Puis il se tourna vers Zélie d'un air interrogateur. Elle ne portait pas une perruque constamment, expliqua mademoiselle Mora. Seulement de temps à autre. Par exemple, en voyage, ou bien si elle rentrait décoiffée et voulait remettre rapidement de l'ordre dans sa tenue. Elle en portait aussi une, parfois, quand elle allait en soirée. Oui, dit Poirot. La plupart des femmes qui utilisent des perruques en possèdent 2. Mais 4, ça me paraissait beaucoup. D'autant que, d'après le rapport du médecin qui avait examiné le corps, elle n'avait nulle tendance à la calvitie. Sa chevelure était en parfait état. Une des perruques avait une mèche plus claire, une autre de toutes petites boucles. C'est cette dernière qu'elle portait le jour de sa mort. Elle aurait aussi bien pu en mettre une autre, fit observer Célia. Est-ce que ce détail est important ? Peut-être. Lors de l'enquête, la femme de charge avait déclaré que, depuis quelques semaines, Lady Ravenscroft portait presque constamment cette perruque à boucles. Je ne vois pas. Et, la semaine dernière, lors d'un entretien que j'ai eu avec lui, le commissaire Garroway me cita un vieux dicton de sa jeunesse. Même homme, avec un chapeau différent. Cela me donna une idée. Je ne comprends toujours pas. Et puis, après les perruques, il y avait le chien, continua Poirot, imperturbable. Le chien ? Que vient faire le chien ? Il était, de l'avis de tout le monde, extrêmement attaché à sa maîtresse. Néanmoins, au cours des 2 ou 3 semaines qui ont précédé le drame, il l'avait mordue à plusieurs reprises. Voudriez-vous nous laisser croire qu'il avait senti que Lady Ravenscroft allait se suicider ? Demanda Desmond. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Il savait ce que tout le monde ignorait. Il savait que ce n'était pas sa maîtresse. Célia poussa une exclamation de surprise. La femme de charge, qui était non seulement sourde, mais aussi à moitié aveugle, poursuivit le détective, apercevait dans la maison une femme qui portait les vêtements de Lady Ravenscroft et la plus caractéristique de ses perruques. Même homme, chapeau différent, avait dit Garroway, et une idée avait traversé mon esprit comme un éclair. Même perruque, femme différente. Le chien, lui, ne s'était pas trompé. Cette femme-là n'était pas la maîtresse à qui il était tout dévoué. C'était une autre, qu'il n'aimait pas et qu'il craignait. Mais alors, si on supposait que cette femme n'était pas Lady Ravenscroft, qui donc était-elle ? Sa sœur Dolly ? Mais c'était impossible, voyons, dit Célia. Poirot secoua doucement la tête. Et j'en arrive maintenant, continua le détective sans se troubler, aux renseignements recueillis par Mrs. Oliver. Certaines personnes interrogées ont prétendu que Lady Ravenscroft avait récemment été hospitalisée et avait peut-être un cancer ou croyait en avoir un. Je dois signaler, d'ailleurs, qu'il n'en était rien, si l'on en croit les conclusions du médecin. Puis, j'appris peu à peu l'histoire des 2 sœurs qui s'aimaient tendrement, comme c'est souvent le cas chez les jumeaux, s'habillaient et agissaient de la même façon, avaient eu les mêmes maladies d'enfants à la même époque, avaient épousé toutes les 2 des officiers. Mais par la suite, au lieu de continuer à se ressembler, elles avaient voulu, au contraire, être aussi différentes que possible l'une de l'autre. Certains trouveraient sans doute une raison à ce comportement. En effet, Alistair Ravenscroft avait été amoureux de Dorothy Preston Gray, alors qu'elle était toute jeune fille. Puis son amour s'était porté sur Margaret, qu'il avait épousée. La première avait éprouvé une jalousie atroce et s'était mise à détester sa sœur, alors que celle-ci lui conservait toute son affection. Cela pourrait passer pour l'explication de bien des choses. En réalité, Dorothy était vouée à une destinée tragique. Non point
par sa faute ou celle des circonstances, mais de par sa naissance même, de par ses facteurs héréditaires. Elle était instable de nature. Déjà toute jeune, et pour une raison qui n'a jamais été déterminée, elle détestait les enfants, et on est fondé à croire qu'elle était responsable de la mort de l'un des siens, un petit garçon de 4 ans. Il n'y avait pas contre elle de preuves absolues, mais l'affaire était suffisamment claire aux yeux du médecin pour qu'il conseillât de la faire entrer dans une maison de santé. Lorsqu'elle fut déclarée guérie, elle reprit une vie normale, allant souvent rendre visite à sa sœur. Et c'est alors, au cours d'un de ses séjours chez Lady Ravenscroft, en Malaisie, que se produisit un autre accident dont fut victime un enfant du voisinage. Là encore, il semble bien, en l'absence de preuves formelles, que Dolly fut responsable. Sir Alister la ramena en Angleterre, et elle entra à nouveau en traitement dans une maison de santé. Lorsqu'on la laissa ressortir, apparemment guérie, elle essaya, une fois de plus, de reprendre la vie normale. Margaret, qui était maintenant de retour en Angleterre avec son mari, crut bien faire en la prenant chez elle, afin que l'on pût la surveiller de plus près et parer à une éventuelle rechute. Pourtant, je ne crois pas que le général Ravenscroft fût tellement enchanté de cette solution. À mon sens, il devait être persuadé que sa belle-sœur était incurable et rechuterait infailliblement un jour ou l'autre. « Voulez-vous dire que c'est elle qui a tué les Ravenscroft ?» demanda Desmond. « C'est invraisemblable. Elle était déjà morte depuis 3 semaines. »« Non, » répondit Poirot. « Mais elle avait tué sa sœur en la frappant avec une lourde pierre, puis en la poussant dans le vide, un jour qu'elles se promenaient toutes les deux sur le sentier de la falaise. La haine et le ressentiment qui sommeillaient en elle à l'égard de Molly, saine et bien portante, s'étaient soudain réveillés. Mais je crois que quelqu'un était au courant, une personne qui résidait aussi à Overcliff au même moment. Vous étiez au courant, n'est-ce pas, mademoiselle Morat ? Oui, répondit Zélie. Je savais. Depuis quelque temps, les Ravenscroft se faisaient du souci, car Dolly avait tenté de blesser leur petit garçon, Edward, qui avait été malade et venait de passer 6 mois à la maison en compagnie d'un précepteur. Sir Alister décida de renvoyer le gamin dans son école et Célia partit pour la Suisse. Quant à moi, je revins ensuite pour tenir compagnie à Lady Ravenscroft. Les 2 enfants éloignés, tout le monde se sentait rassuré. Et puis, un jour, ce fut le drame. Les 2 sœurs étaient sorties ensemble, et nous fûmes étonnés, Sir Alister et moi-même, de voir Dolly rentrer seule. Elle paraissait bizarre et plus nerveuse que d'habitude. Lorsqu'elle prit place devant la table où l'on venait de servir le thé, Sir Alister remarqua qu'elle avait du sang sur la main droite. Il lui demanda si elle avait fait une chute. Elle répondit « Oh, ce n'est rien, rien du tout. Je me suis égratignée à un rosier. » Seulement, il n'y avait pas de rosier dans les dunes, bien entendu. Si elle avait parlé de genêt, son explication nous aurait peut-être paru vraisemblable, alors que nous fûmes immédiatement alarmés. Sir Alister sortit en courant et je le suivis. Il ne cessait de répéter « Il est arrivé quelque chose à Molly, j'en suis sûr. » Hélas, il ne se trompait pas. Nous la découvrîmes sur une corniche. Elle était encore en vie, mais avait perdu beaucoup de sang. Nous ne savions pas quoi faire. Nous n'osions pas la déplacer. La seule chose à faire, c'était d'appeler un médecin. Mais avant que j'aie pu m'éloigner pour aller téléphoner, elle s'accrocha désespérément à son mari et dit dans un souffle « Oui, c'est Dolly. Mais elle ne savait pas ce qu'elle faisait, Alister. Il ne faut pas que tu lui laisses supporter les conséquences de cet acte. Elle n'est pas responsable. Elle n'a jamais su pourquoi elle faisait les choses. C'est plus fort qu'elle. Il faut que tu me le promettes, Alister. Je vais mourir. Non, non, tu n'as pas le temps d'appeler le docteur. Et il ne pourrait rien pour moi. J'ai perdu trop de sang.
et je n'en ai plus pour longtemps. Je le sais. Mais promets-moi que tu la sauveras, que tu ne la laisseras pas arrêter par la police. Promets-moi qu'on ne la jugera pas, qu'elle ne finira pas sa vie en prison comme criminelle. Cache-moi quelque part, afin qu'on ne trouve pas mon corps. Je t'en prie, c'est la dernière chose que je te demande. À toi que j'aime plus que tout au monde, jure-le-moi. Vous aussi, Zélie, je sais que vous m'aimez, que vous aimez les enfants. Vous avez toujours été bonne pour nous tous. Il vous faut sauver la pauvre Dolly. Je vous en supplie tous les deux. Il faut la sauver. Mademoiselle Mora s'interrompit, les larmes aux yeux. Qu'avez-vous fait? Demanda doucement Poirot. Lady Ravenscroft est morte quelques minutes après avoir prononcé ces derniers mots que je viens de vous répéter. J'ai aidé sir Alister à transporter le corps au milieu des rochers, où nous l'avons caché, aussi bien que nous l'avons pu. J'ai promis, dit sir Alister. Je dois tenir ma promesse. Mais je ne sais pas comment m'y prendre. Comment sauver Dolly? Nous rentrâmes à la maison. Dolly était toujours là. Elle paraissait morte de frayeur et, en même temps, pleine d'une horrible satisfaction. « J'ai toujours su, nous dit-elle, que Molly incarnait le mal. Elle t'a arraché à moi, Alister. C'est à moi que tu appartenais. Mais elle t'a détourné de moi et a réussi à se faire épouser. Seulement, j'ai toujours su qu'un jour je me vengerais. Et maintenant, j'ai peur. Que va-t-on faire de moi? On ne peut pas m'enfermer à nouveau, c'est impossible, je deviendrai folle. Tu ne me laisseras pas enfermer, dit Alister. Ou alors, c'est la police qui va m'emmener et m'accuser de meurtre. Pourtant, ce n'est pas un meurtre. Je devais agir ainsi. Je ne pouvais pas faire autrement. Il y a des moments où il faut que je fasse certaines choses. Je ne sais pas pourquoi. Je voulais voir le sang, tu comprends? Son sang. Et puis, je n'ai pas pu attendre qu'elle meure. Je me suis enfuie. Mais je savais qu'elle allait mourir. J'espérais que vous ne la trouveriez pas tout de suite. On dira que c'est un accident. Elle est simplement tombée du haut de la falaise. C'est une histoire horrible, dit Desmond. Oui, murmura Célia. Et cependant, j'aime mieux la connaître. Mais comment avez-vous fait, Zélie? Nous espérions qu'on ne trouverait pas le corps tout de suite, car aucun sentier ne conduisait jusqu'à l'endroit où nous l'avions dissimulé, et nous pensions que nous pourrions peut-être le transporter durant la nuit jusqu'à un endroit où on pourrait croire que Molly était tombée à la mer. Puis nous avons pensé à cette histoire de somnambulisme. C'est effrayant, dit sir Alister, mais j'ai promis. J'ai juré à Molly au moment de sa mort. J'ai juré de faire ce qu'elle me demandait. Il y a un moyen de sauver Dolly, à condition qu'elle accepte de jouer son rôle. Seulement, je me demande si elle en sera capable. Quel moyen? Demandai-je. La faire passer pour Molly, et dire que c'est elle qui est tombée de la falaise au cours d'une crise de somnambulisme. C'est ce que nous avons fait. Nous avons conduit Dolly jusqu'à cette vieille maison depuis longtemps inhabitée, et je suis resté là auprès d'elle pendant quelques jours. Alister avait déclaré que sa femme, atteinte d'une commotion en découvrant sa sœur morte, avait été transportée à l'hôpital. Et puis, en temps voulu, nous avons ramené Dolly, habillée avec les vêtements de Molly et portant sa perruque. Je suis allé à Londres pour m'en procurer 2 autres, avec des boucles, car c'était celle qui la déguisait le mieux. Les 2 sœurs se ressemblaient suffisamment pour que Jeannette, la vieille domestique, ne pût distinguer la supercherie. Et tout le monde crut avoir affaire à Molly, souffrant encore de son traumatisme et dont le comportement était quelque peu bizarre. Je dois préciser que les 2 sœurs avaient également des voix que l'on pouvait confondre. Tout cela avait l'air parfaitement normal. Et c'était bien ça, le plus affreux. Je ne comprends pas comment vous avez pu vous en tirer pour que personne ne soupçonne rien.
Dolly n'a pas trouvé son rôle difficile, pour la simple raison qu'elle avait maintenant ce qu'elle avait toujours désiré. Elle avait Alistair. Mais comment a-t-il pu supporter ça, lui? Le jour où j'ai décidé de rentrer en Suisse, il m'a confié ce qu'il allait faire. J'ai promis à Molly de ne pas livrer sa sœur à la police, afin que l'on n'apprenne jamais que c'était une meurtrière, afin que les enfants ne le sachent jamais. Personne n'a besoin d'être au courant. Elle était somnambule et elle est tombée du haut de la falaise. C'était un accident et rien d'autre. Elle pourra ainsi être enterrée religieusement sous son propre nom. « Comment pouvez-vous accepter cela ?» lui ai-je alors demandé. « Je le supporte, m'a-t-il répondu, à cause de ce que je me propose de faire. Il faut que Dolly cesse de vivre. Si on la laisse à proximité des enfants, il arrivera d'autres malheurs. Elle n'est pas digne de vivre. Mais ensuite, il me faudra payer de ma vie à moi l'acte que j'aurai commis. Je vais rester ici, avec elle jouant le rôle de ma femme pendant quelques semaines. Et puis, il se produira un second drame. Tout le monde sera persuadé que Molly et moi nous sommes suicidés. On pensera que l'un de nous deux avait un cancer, on pensera à toute autre maladie incurable, on émettra des hypothèses, mais personne ne saura la raison véritable du drame. Je vous promets que Dolly ne souffrira pas. Je la tuerai d'un coup de revolver et me tuerai ensuite. Ses empreintes seront retrouvées sur l'arme, car elle l'a manipulée dans mon bureau il n'y a pas longtemps. Il faut que justice soit faite, et je suis le seul à pouvoir l'accomplir sans noircir la mémoire de Dolly. Ce que je veux que vous sachiez, Zélie, c'est que je les aimais, que je les aime encore, toutes les deux. Molly plus que ma propre vie, Dolly parce que je la plains d'être née ainsi. Souvenez-vous toujours de cela. » Zélie se leva et s'approcha de Célia. « Maintenant, vous connaissez la vérité, dit-elle. J'avais promis à votre père de ne jamais la révéler. J'ai failli à ma promesse. Je n'avais pas l'intention d'agir ainsi, mais M. Poirot avait déjà tout compris et il m'a persuadé de dire ce que je savais. »« Je comprends ce que vous ressentez, » répondit la jeune fille. « Mais je suis contente de savoir. J'ai l'impression d'être débarrassée d'un fardeau qui m'accablait. Lorsque j'étais enfant, Dolly m'effrayait un peu, mais je ne savais pas pourquoi. Maintenant, je comprends, et je trouve que mon père a été courageux de faire ce qu'il a fait. S'il a eu tort, on peut lui pardonner. Mais je ne pense pas qu'il ait eu tort. Il a tenu la promesse faite à sa femme et a sauvé Dolly. » Célia jeta un coup d'œil à Hercule Poirot. « Je suppose, continua-t-elle, que vous êtes catholique, et peut-être ne serez-vous pas de mon avis. L'inscription que porte leur tombe, « Ils ne furent pas séparés dans la mort », ne signifie pas qu'ils sont morts ensemble, mais qu'ils sont ensemble maintenant, deux êtres qui se sont beaucoup aimés. Et ma pauvre tante, elle n'était pas responsable de ses actes, et je m'efforcerai de penser à elle avec plus de bonté. » Desmond s'approcha de la jeune fille. « Nous allons nous marier le plus tôt possible, dit-il. Mais je puis vous promettre une chose. Ma mère adoptive ne saura jamais ce qui s'est passé. » Poirot s'était un peu éloigné en compagnie de Zélie. « Vous ne me blâmez pas trop, demanda-t-il, d'être venu vous chercher et vous persuader de venir confirmer la vérité que j'avais découverte. »« Non, vous avez bien fait, à cause de ces jeunes gens qui s'aiment. Ils sont bien assortis, et ils seront heureux. » La jeune femme garda un instant le silence avant d'ajouter. « C'est ici, à l'endroit où nous sommes, qu'ont vécu et que sont morts deux êtres qui s'aimaient, eux aussi. Je ne sais pas si Alistair a eu tort de faire ce qu'il a fait, mais je ne peux pas le blâmer. »« Vous l'aimiez aussi, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je l'ai aimé dès le jour de mon arrivée à Overcliff. Je l'aimais tendrement. Je ne crois pas qu'il l'ait jamais su. Mais il avait confiance en moi et éprouvait de l'affection à mon égard. Moi, je les aimais tous les deux, lui et Molly.
il y a une chose que je voudrais vous demander. Il les aimait autant l'une que l'autre, n'est-ce pas? Jusqu'au bout, il les a aimées toutes les deux, oui. Et c'est pourquoi il voulait, autant que Molly, sauver sa belle-sœur. Quelle est celle qu'il a le plus chérie? Je ne l'ai jamais su et ne le saurai jamais. Poirot la dévisagea un instant, puis s'éloigna à pas lents pour rejoindre Mrs. Oliver. « Il nous faut maintenant regagner Londres, dit-il. Retourner à la vie de chaque jour, oublier les drames et les affaires de cœur. » Les éléphants se souviennent, répondit la romancière. Mais nous sommes des humains, et, Dieu merci, les humains oublient.